Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la chance de parler avec le maire de Gatineau, Monsieur Maxime Penaud-Jobin, de son nouvel ouvrage paru aux éditions David intitulé « Passer de la ville à la cité ». On va aussi s'intéresser à une merveilleuse dame qui je vais dire qui œuvre dans le bois. Elle travaille avec du bois et j'ai vraiment envie de découvrir qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire. Et tout de suite pour commencer dans notre chronique Achetons local, j'ai avec moi Lynn Guerrier. Et si vous avez faim ce matin, je vous prie de vous déconnecter parce que ce dont on va parler là, ça va vous mettre l'eau à la bouche. Lynn Guerrier, tu es la propriétaire de l'entreprise Suite Morcel et j'aimerais savoir comment cette aventure pâtissière là a commencé. Merci beaucoup en fait pour l'invitation à l'émission. Donc oui, je suis la propriétaire de Suite Morcel. Cette aventure a commencé il y a 3 ans en fait. Pourquoi? Parce que j'ai un petit garçon qui a aujourd'hui 7 ans et puis à chaque année on devait commander des gâteaux. En fait, les gâteaux c'est dans tous les événements pour souligner quelque chose, célébrer. Donc il fallait toujours commander un gâteau et puis un jour je me suis dit pourquoi pas essayer moi-même de faire des gâteaux. Donc, j'ai essayé, ce fut un désastre, pour être honnête, mais j'ai tellement aimé ça. J'ai travaillé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a commencé avec la formation autonome. Et puis, j'ai découvert par la suite que c'était en fait un talent finalement, autant pour le goût que la beauté des sucreries que je produis. Donc, oui, c'est bien le début de Suite Morcel. Alors là, on parle d'une passion, on parle d'un talent qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que pendant cette transition-là, tu as eu à prendre des cours avec des spécialistes? Oui, absolument. Donc, oui, comme je dis, j'apprends par moi-même autonome, donc que ce soit par YouTube, etc. Donc, j'ai été chercher quelque chose un peu plus poussé, mais sans dire nécessairement le top. Donc, j'ai pas été dans une grande école de cuisine ou tout ça, mais j'ai suivi plusieurs ateliers pour apprendre des techniques différentes pour les gâteaux. Donc, oui, j'ai suivi certains ateliers pour m'aider justement à pousser cette pratique-là, cette compétence-là. Je peux même pas faire un simple cake sans l'avoir trop dur. En fait, j'arrive jamais à avoir la meilleure des textures, mais je me rends compte que sur ton site web, mon Dieu, il y a des gâteaux en 3D. C'est extraordinaire ça. Moi, c'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça. J'étais toute excitée. Je me dis, mais ça demande un travail de fou, ça. C'est ma spécialité, en fait. Moi, les gâteaux, là, tout carré, là, sans forme, sans rien, j'aime pas ça, mais je les fais quand même parce que il y a de la demande pour, mais les gâteaux en 3D, c'est ce que je préfère, en fait. Lorsqu'on vient reproduire des choses qu'on voit dans le quotidien, que ce soit un personnage de dessin animé pour les enfants ou encore une bicyclette, un soulier, donnez-moi le projet, je vais pouvoir le mettre, lui donner vie. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, là, en 2021, c'est une demande qui est grosse parce que la plupart du temps, en tout cas, c'est ce que je remarque. Oui, j'avais jamais vu, mais souvent quelques-uns, par exemple pour des crémaillères ou bien même pour des enterrements de vie de jeunes filles, je vois des affaires de même. Donc, ça veut dire que la demande, elle est grosse en ce moment. Oui, la demande, comme je vous dis, les célébrations, c'est dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que l'être humain se détend. Il faut célébrer. Et puis quand on célèbre, on a tout le temps un petit sucrerie pour se gâter. C'est sûr qu'on a vu une baisse lorsque la COVID a commencé parce que c'était difficile de se réunir. Donc, pourquoi commander un gâteau si je suis le seul à le manger? Mais on a vu que ça l'a remonté parce qu'il faut quelque chose justement qui vient redonner le sourire, donner le plaisir. Donc, que ce soit à votre grand-maman qui est toute seule à la maison, on lui fait livrer une petite sucrerie, un petit quelque chose, n'importe quoi, qui justement vient redonner le sourire en ces moments qui sont plus difficiles. Ouais, dans ce cas-là, si aussi on se pose la question de savoir, comme tu viens de le mentionner clairement, souvent on est sûr, on peut pas recevoir du monde à la maison. Je sais qu'hormis les gâteaux, tu fais des petites confiseries qu'on peut avoir aussi à la maison.
Oui, justement, la Saint-Valentin a passé dernièrement, donc j'ai dû adapter mon offre de service, donc des petites boîtes qu'on faisait livrer à la maison, tout comme on pouvait faire livrer des roses, ben sortir du cadre puis faire livrer une boîte de variété, parce qu'on veut pas seulement lui donner un gâteau, on veut pas seulement lui donner des biscuits, mais tout ramener dans une seule boîte pour le livrer à la personne qu'on aime ou à la personne à qui on veut faire une petite pensée. J'aimerais savoir comment se passe le processus de commande et est-ce que tu le fais chez toi dans ta cuisine comme tout le Oui, monde? donc c'est home-based et bien sûr dans tout ce qui est pour faire grandir l'entreprise, j'entrevois justement avoir mon local. Mais pour l'instant, tout est fait dans ma cuisine. Oui, donc pour commander, donc comme vous l'avez mentionné plus tôt, j'ai un site internet sweetmorselsbylin.com. J'ai une page Facebook ainsi qu'une page Instagram où il est possible de vous m'envoyer des messages en privé. Donc vous pouvez m'écrire par courriel, les informations sont sur le site internet ou sur l'une de mes pages, que ce soit Facebook ou Instagram. Je suis vraiment sur les réseaux sociaux, donc j'explore, je pousse de ce côté-là. Donc, vous pouvez communiquer avec moi, ça me fait plaisir de vous de vous répondre. Donc, vous m'envoyez, hey, salut Lynn, j'ai un projet, c'est l'anniversaire de mon chum, c'est l'anniversaire de ma blonde, ou sinon, j'ai un baby shower qui s'en vient, donc je fais des gâteaux pour les baby showers, toutes les occasions. Vous pouvez m'envoyer une photo d'un gâteau qui vous a inspiré ou juste me parler du projet, je vais pouvoir vous donner mes inspirations. Et la livraison se fait par toi-même? Non, je suis alliée avec une entreprise qui s'appelle GD Delivery. Donc, c'est eux qui font toutes les livraisons pour moi. Donc, lorsque j'ai des semaines qui sont plus occupées que d'autres, c'est vraiment mon contracteur pour les livraisons qui s'occupe de livrer à votre porte. Même si c'est à la maison, on voit qu'il y a une très belle organisation qui est faite. Et en tant qu'entreprise, j'ai envie de te demander, on vit un moment assez, je vais dire, assez critique pour toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes. Comment toi, tu vis la pandémie avec ton entreprise? C'est fou parce que oui, comme je vous ai dit, je l'ai lancé un peu non officiellement il y a 3 ans. Et puis c'est vraiment cette année, à la fin de 2020, que j'ai décidé de pousser officiellement. Puis c'est drôle parce qu'on est en milieu d'une pandémie, je décide de pousser davantage mon entreprise. Et ben oui, je l'ai fait. C'est vraiment, faut être patient avec nous-mêmes et faut beaucoup communiquer. Donc la clé de nos jours, c'est l'internet, c'est la communication. Donc pousser sur les réseaux, pousser sur le web, c'est la clé pour toute entreprise en pandémie. Alors, est-ce que tu travailles avec des employés ou tu fais vraiment tout par toi-même, fait que tu n'as pas eu de misère par rapport à la pandémie avec tes employés, s'il y en a? Je n'ai pas encore d'employé. J'ai bien sûr un assistant, mais est-ce qu'on peut l'appeler mon assistant? C'est mon fiancé en même temps. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide dans la cuisine lorsque c'est très occupé. Je l'ai forcé, je l'ai engagé de force. Mais oui, j'ai quelqu'un avec moi. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore à gérer avec les employés, mais plus tard, c'est quelque chose à laquelle j'aspire. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec moi. Et pour les gens qui célèbrent quoi que ce soit, allez visiter le site web Sweet Morcel by Lynn, pardon. Et puis moi, je te souhaite bonne chance pour tout le reste. Bye! Ben, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Alors, pour vous autres à la maison, juste un petit rappel, le site web, c'est www.sweetmorcelbylin.com. C'est là que vous allez avoir accès à elle et à tout ce qu'elle fait d'extraordinaire. Mois de mars, mois de la femme, et j'ai avec moi Marie-Alice du Châtelier, une dame qui a décidé de travailler dans le bois. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, OK, ça, c'est pas commun. Habituellement, on voit juste que c'est des hommes qui travaillent dans ce domaine-là. Alors, c'est quoi l'histoire qui vous a mené là, Marie-Alice? En fait, l'histoire, c'est que j'ai pas vraiment froid aux yeux et je me limite pas du tout. J'ai toujours été un peu bricoleuse. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains, que ce soit la couture ou peu importe. Mais j'ai une passion particulière pour le bois. J'aime tout ce qui concerne le bois, la texture, l'odeur. En fait, j'aime vraiment manipuler le bois pour le transformer dans un état brut à quelque chose d'extraordinaire. Et depuis plusieurs années, ça fait une quinzaine d'années, j'ai souvent fait mes propres coffres à jouets pour les enfants, les bancs, et même les tables de Wow! cuisine. Ça a juste progressé un peu avec le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre enfance que vous avez vu faire, peut-être dans votre enfance ou dans votre jeunesse, je ne sais pas, qui vous a inspiré pour le travail du bois?
Mon papa était très manuel. Je me souviens quand il avait acheté sa première maison, il avait acheté quelque chose de vraiment désuet, qui était complètement démoli, et il a tout refait lui-même. Et j'ai toujours admiré ça. Euh, Là, maintenant, vous décidez, Marie-Alice, de vous lancer dans le travail du bois. OK, vous êtes mère de 3 enfants, de ce que je sais. Vous êtes aussi une bonne Oui. épouse, très dévouée. OK, comment on agence tout ça? Ok, mais il faut comprendre que mes enfants, en fait, je me suis mariée, j'avais 19 ans. J'ai eu mon premier fils à 21 ans et maintenant j'en ai 45. Alors, j'ai plus de bébés. Et les enfants sont indépendants. Mon plus jeune a 14 ans. Alors, il n'y a pas de dents à brosser, de fesses à nettoyer. Donc, après ma quarantaine, après ma quarantaine, j'ai eu un manquement parce que j'avais l'impression que j'avais pas d'objectif un peu dans la vie parce que ma vie était tellement emballée autour de mes enfants et de ma famille. Alors, je voulais trouver un véhicule qui me donnait une stimulation similaire. Ça donne un très bon exemple à moi-même et aux gens qui nous écoutent que comme quoi, même si on a une famille assez occupée, il faudrait pas oublier ses passions parce que ça finit par nous rattraper dans le fond. Puis là, ça vous a rattrapé, on va dire, à 40 ans. Est-ce que tout de suite, vous vous êtes lancé professionnellement avec un atelier et tout ça? En fait, ce qui est arrivé quand j'ai eu 40 ans, c'est que je suis retournée aux études. Parce que OK. j'ai eu mes enfants tellement jeunes, j'avais pas fini l'université, alors j'ai voulu compléter ça. Euh, mais il y avait toujours ce côté artistique en moi que j'essayais de faire revenir à la surface. Et ça a commencé vraiment par hasard. C'est à cause de la pandémie, on passe beaucoup de temps à la maison. Et moi, je suis très hyperactive. Je peux pas rester à rien faire, ça me rend malade. Alors, vu que j'avais pas besoin de me déplacer pour aller travailler, au travail, j'allais au gym 3 fois par semaine. J'étais très stimulée, mais en étant à la maison, il y avait beaucoup d'énergie qui devait être, que je devais dépenser. Et j'ai commencé à faire des petites choses à la maison pour moi que je mettais sur Facebook. Et c'est comme ça que ça a démarré. Les gens me demandaient, est-ce que tu peux faire ça pour moi, etc. Euh, c'est comme ça que ça a démarré. Puis en fait, ça fait plusieurs années que mes amis, mon mari, ils me le disent depuis longtemps. Pourquoi tu commences pas une petite business? Puis moi, je suis comme, mais non, personne va vouloir acheter ça. Moi, j'achèterais parce que j'ai vu des merveilles sur le site web. Alors, on va revenir un peu sur on va dire le processus de travail. Est-ce que quand tu es là, puisque tu me dis pendant le confinement, tu as eu des idées de faire des choses pour la maison, c'est juste que tu regardes quelque chose puis tu dis, bon, OK, je vais faire quelque chose comme ça avec du bois. Tu vas juste prendre le bois et tu travailles. C'est comme ça que ça fonctionne? Ça dépend. Quand ça me concerne, c'est un besoin. Par exemple, on a emménagé dans une nouvelle maison et je voulais avoir une super belle table de cuisine. Et quand je regardais les prix, c'était comme 8 9 000 $ parce que c'est en bois massif. Tout ce qui est en bois massif et fait à la main, ça coûte une demi-fortune. Et moi, je me suis dit, comment ça peut pas être si difficile à faire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ma table à dîner. C'est la première chose que j'ai fait quand on, est emménagé quand on a emménagé dans la nouvelle maison. En ce qui concerne la clientèle, les clients m'approchent souvent auprès des médias sociaux avec un intérêt en particulier. Ils ont besoin d'une planche à découper, ils ont besoin de, peu importe, une table, euh, euh, comme une table pour le salon, une petite table pour le salon. Et on a une conversation. Et puisque tout est fait sur mesure, je détermine le besoin du client. Je choisis le type de bois selon l'utilité qu'il va en faire. Je choisis la finition, la couleur. Et ensuite, j'envoie une soumission à être approuvée. Une fois que la soumission est approuvée, le client m'envoie un dépôt de 50%. Je commence le travail et j'ai une date déterminée dès qu'on a déjà discuté pour livrer la commande. Et c'est comme ça. Souvent, si j'ai un gros projet, je ne prendrai pas d'autres projets en attendant pour pas Exactement, oui, oui, oui. que l'autre personne soit retardée. En attente, effectivement. Bon, là, on a parlé un peu brièvement de la clientèle, mais il faudrait dire que j'ai pu le voir sur le site web. Vous avez toutes sortes de clientèle. Là, on a parlé de planches à découper. Ça me fait penser que j'ai vu une planche à découper, pardon, pour un chef. Je ne sais pas si c'est un chef, s'il est de la région ou pas. C'était Chef Lise. Puis je me suis dit, oh, on n'y pense pas, mais il y a des petits outils on a à la maison. On se dit pas que ça peut être le travail de quelqu'un, genre. Oui, c'était justement quelqu'un qui a une catering business. Elle est traiteur et elle avait besoin d'une grande planche à découper.
elle est de Montréal. Souvent, 75% de ma clientèle vient de Montréal, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe de notre côté ici, de la région? Est-ce que les gens, ils sont pas au courant que Mad Création existe ou quoi? Ça commence. Au début, non. Mais en fait, je veux pas être trop submergée non plus. J'ai quand même un travail à temps plein. Je travaille pour le gouvernement de 8 à 4 et je fais ça sur le côté. Alors, j'essaie de contrôler un peu le volume de clientèle que j'obtiens. C'est incroyable. OK, là, travail 8 à 4. Ensuite, on fait un travail. Oh mon Dieu. C'est quoi le secret pour s'organiser comme ça? La passion, La c'est le passion. secret. OK. C'est la passion. Quand on a un désir profond et qu'on est passionné, quelque chose nous passionne, on sent pas l'effort vraiment. C'est vrai, ça c'est très vrai. Merci beaucoup à toi, Marie-Alice, et je te souhaite vraiment plein succès pour le reste. J'espère que les gens de la région vont se bousculer pour aller voir ta page. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, écoutez, c'est une belle entreprise à soutenir, www.madcreation.ca. C'est Marie-Alice Duchâtelier qui travaille avec du bois et qui fait de très belles œuvres. On va maintenant s'intéresser à un nouvel auteur que nous allons recevoir. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est le maire de Gatineau. Bonjour, Monsieur Maxime Pénaud-Jobin. On est là ce Bonjour. matin pour parler de votre livre intitulé Passer de la ville à la cité, faire place à la participation citoyenne. Première question que j'ai à vous poser, c'est juste de savoir si vous transmettez toute votre expérience en tant que maire dans ce livre-là. Une partie de mon expérience, c'est-à-dire que j'ai essayé de cibler beaucoup l'enjeu de la participation citoyenne, puis aussi de parler de Gatineau, qui est une ville qui change beaucoup, une ville qui s'est transformée dans les dernières années. Je trouve qu'on ne parle pas assez de Gatineau et on ne parle pas assez de politique municipale puis ni de participation citoyenne. Ça fait que oui, j'ai voulu transmettre un certain nombre d'expériences puis d'idées que je véhiculais beaucoup par des discours, mais qui n'avaient jamais été mises sur papier dans un format comme un livre qui s'inscrit plus dans la durée qu'un discours de politicien qu'on classe puis qui est terminé après. Fait que oui, j'ai voulu transmettre là, des choses que j'ai, de l'expérience acquise dans les dernières années. Juste pour faire un petit rappel dans la tête des gens, c'est que vous amorcerez bientôt votre retraite dans votre vie politique municipale. Donc, je me dis en même temps que cet ouvrage-là pourrait être un appui pour votre successeur, si je ne m'abuse. Tout à fait. Puis c'est un de mes objectifs, j'allais dire mes objectifs secrets. C'est que on fait toutes sortes de choses quand on est en poste, puis moi, je crois que Gatineau prend des orientations intéressantes et est sur la bonne voie dans beaucoup de domaines. Puis j'aimerais ça que ça continue. Donc, oui, c'est un de mes objectifs, c'est en fait d'influencer la suite des choses, que les candidats ou les candidates, que ce soit à la mairie ou dans les quartiers, le lisent, s'en inspirent. Ils pourraient ne pas être d'accord avec des choses, puis c'est pas grave, mais au moins, ils partiraient de ce qu'on est en train de faire présentement. Puis là, s'ils veulent faire des virages, ils les feront. Mais aussi, ça me donne un outil pour influencer un peu la suite des choses, même si moi, je serai plus là. Exactement, c'est la meilleure des manières de faire parce qu'on dit toujours que les écrits ne s'envolent jamais. Et puis, je sais que vous ne cessez de défendre depuis que vous êtes en politique municipale là, l'idée selon laquelle le développement des villes appartient aux citoyens. Je suis très d'accord avec cette affirmation-là, mais je me dis concrètement, comment cela devrait se faire? D'abord, c'est difficile. C'est souvent les politiciens ont dit ça, puis c'est un beau principe et tout le monde est d'accord. Mais quand vient le temps de l'appliquer, c'est assez difficile. Je vais donner quelques exemples concrets. Par exemple, nous, on a ce qu'on appelle des biens excédentaires. Ça, c'est des terrains, des édifices qui appartiennent à la ville, puis dont on n'a pas besoin. Ça fait que l'exercice qu'on fait, on demande à chacun des exercices, des services municipaux s'ils en ont besoin. Si la réponse est non, on vend. On a fait ça il y a un peu plus d'un an pour une forêt, la forêt des Chênes. En fait, c'est une zone boisée. Nous, on dit, bon, on n'a pas de besoin. Dès qu'on annonce la vente, on se retrouve avec, en fait, des centaines, puis ça s'est transformé en milliers, de personnes qui nous interpellent en disant, non, non, vous vous trompez, là, cette forêt-là a une valeur biologique extrêmement importante. Il y a des traces archéologiques. Là, c'est un site qui a une très grande valeur archéologique. Donc, c'est un bien commun. Bon, bien, faire place à la participation citoyenne dans un dossier comme ça, là,
c'est d'une part, quand on prend une décision, laisser assez de temps, d'abord la prendre en public, c'est prendre la décision publiquement pour qu'elle soit connue, et laisser assez de temps entre la décision ou l'intention et la décision finale pour qu'on soit capable de changer d'idée en fonction de ce que les citoyens nous disent. Ça, c'est dans un cas comme un terrain. Mais c'est aussi dans d'autres cas, je ne sais pas moi, la programmation qu'on veut se donner en culture, en loisirs, en sport, bon ben, faire une proposition publique, se donner du temps pour que les citoyens puissent l'influencer, être prêt à changer d'idée, donc ne pas partir avec un a priori qui dit, OK, c'est ce qu'on veut faire, on consulte les citoyens, mais bon, on va faire ce qu'on veut de toute façon à la fin. C'est que nos processus donnent de la place aux citoyens, du temps aux citoyens, puis moi, j'ajouterais même leur donner des ressources, parce que quand une association de quartier investit des centaines d'heures pour défendre une forêt, ben c'est toutes des bénévoles. Là. Ça fait qu'il faut aussi qu'on appuie nos associations de quartier pour qu'elles aient les moyens techniques, les ressources pour influencer la ville. Donc, vous avez raison, passer de la théorie à la pratique, c'est compliqué. Tout le monde est d'accord en principe, mais après ça, en pratique, il faut vraiment se donner le temps, surtout donner le temps à nos citoyens de nous influencer et accepter qu'ils le fassent. Exactement. Exactement. Et ça me rappelle, ça me ramène à quelque chose que vous avez dit, en fait, dans le résumé du livre, qui dit que les gens savent exactement ce qui est bon pour eux et pour leur quartier. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas leur enlever ça parce que c'est eux qui vivent là. Vous êtes dans des bureaux, et je vais le dire comme ça, en tant que personnage politique, vous êtes dans des bureaux, mais c'est vraiment bon d'envoyer les gens, les citoyens à la table pour discuter, en fait. Oui, parce que moi, je dirais que les politiciens municipaux sont très près du terrain. Là. On n'est pas si souvent dans notre bureau. Mais il reste que, comme vous le dites, l'expert du quartier, c'est la personne qui l'habite. C'est-à-dire que nous, on a une expertise en urbanisme, on a une vision de la grande ville que souvent le citoyen n'aura pas nécessairement. Mais c'est quand même lui ou elle qui habite le quartier. Donc, elle a une connaissance. On appelle ça une expertise d'usage, en fait. C'est une forme d'expertise que nous, on n'a pas. Puis c'est là où ça prend une certaine dose d'humilité pour le politicien ou la politicienne pour dire, bon, ben moi, il y a un bout que je ne connais pas. Ça prend aussi une certaine dose d'humilité pour nos fonctionnaires. Quand ça fait 1 an et demi qu'un fonctionnaire travaille sur un projet puis qu'un citoyen arrive en disant, ben moi, j'y crois pas ou ça ne correspond pas à ce que je veux dans mon quartier, ben, il faut aussi avoir une certaine ouverture pour faire un pas de recul puis dire, bon, ben OK, j'entends le citoyen, je vois si on peut amender notre projet. Je tiens compte du fait que la ville ne nous appartient pas à nous, là, elle appartient à tout le monde, aux citoyens. Ça, c'est quand ça va bien, parce que souvent, le citoyen a beau avoir une expertise d'usage, mais les citoyens ne sont pas toujours d'accord. La voix des citoyens, ce n'est pas toujours une seule chose, là. Puis c'est là aussi on mérite notre salaire, parce que à la fin, c'est quand même moi ou le politicien qui a été élu qui a la légitimité pour voter des budgets et qui doit à la fin trancher et rendre des comptes dans 4 ans. Là. Parce que les citoyens, souvent, on idéalise un peu la position des citoyens, mais ils ne sont pas toujours d'accord. Puis ce qu'ils proposent, des fois, c'est du pas dans ma cour, des fois, c'est pas toujours positif non plus pour l'intérêt général. C'est pour ça que c'est un défi immense, puis je trouvais que ça valait la peine d'écrire là-dessus. Parce que oui. Là, je vous laisse allez-y, monsieur le maire. Non, je voulais juste parler des fonctionnalités, en fait, par rapport aux gens qui travaillent dans les municipalités. Maintenant, vous ouvrez, je vais dire, une porte sur ce que nous, on n'imagine pas souvent, c'est que vous aussi, vous avez vos propres défis. Oui, vous voulez faire plaisir, mais en même temps, il faut savoir trouver le juste milieu. Oui, puis c'est là où nous, on fait de la politique, on ne fait pas de la magie. Ce que je plais à répéter souvent, c'est que, par exemple, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, quand les citoyens, on veut leur plaire, on veut répondre positivement à ce qu'ils nous demandent, mais quand on a tous les quartiers qui demandent, par exemple, des pistes cyclables ou plus de parcs, il faut faire des choix. Et c'est là où ces choix-là, on doit les faire à la fin, mais il faut aussi associer les citoyens parce que les citoyens sont intelligents. Là. Quand on leur fait confiance, ils comprennent. Donc, si on leur dit, écoutez, tel quartier, il est plus pauvre, les gens sont, par exemple, plus loin, donc moins de capacité de se déplacer sur des grandes distances. Donc, il y a des défis que d'autres n'ont pas. Puis la pauvreté, c'est l'exemple le plus simple. Bon, ben des fois, peut-être
qu'une piste cyclable dans un endroit qui est plus pauvre, donc les gens ont accès à un vélo, pas nécessairement une auto. Si on veut qu'ils bougent, qu'ils se déplacent, qu'ils fassent de l'exercice, c'est peut-être une plus grande priorité là que dans un quartier riche. Et c'est ce genre de dialogue-là avec les citoyens qui est nécessaire, qui est difficile, mais qui mène souvent à un consensus. Les gens voient bien là, que, je ne sais pas, mais au centre-ville de Hull, il y a des besoins que le plateau n'a pas, parce que le niveau de vie, le niveau de revenu est pratiquement le double d'un quartier à l'autre. Oui, c'est très vrai ce que vous dites là. Et dans l'ouvrage que vous avez publié aux éditions David, il y a des exemples concrets de ce que vous avez pu accomplir avec cette vision-là, avec Gatineau. Mais je me demande si d'autres villes ont pris exemple sur vous, ou est-ce que vous avez présenté votre manière de voir les choses à d'autres villes et que ça a fonctionné? Oui, mais je dirais que c'est un mouvement qui existe dans beaucoup de villes. C'est pas unique à Gatineau. Il y a certains domaines où on l'a poussé assez loin, notamment en économie sociale, parce que la participation citoyenne face à la ville, mais il y a même la participation citoyenne dans l'économie. Un des beaux exemples qui est regardé un peu partout au Québec, c'est le complexe de 4 glaces à la Cité, où on a 3 glaces communautaires, on a un amphithéâtre de 4500 places, qui est géré par une entreprise d'économie sociale, donc une entreprise de la communauté. 100% des profits ou de l'argent des surplus est réinvesti dans la mission. Donc, c'est pas des actionnaires aux États-Unis qui reçoivent cet argent-là, c'est vraiment réinvesti dans Gatineau. Ça, ce sont des modèles où celui-là est un modèle particulièrement intéressant pour les autres. Mais le mouvement pour faire de la place aux citoyens est un peu partout, puis je dis au Québec, mais en fait dans le monde, parce que les pouvoirs locaux prennent de plus en plus de place. Les citoyens sont de plus en plus informés, de plus en plus instruits. En fait, ils n'ont jamais été aussi instruits et informés qu'aujourd'hui. Ils ont accès à de l'information en temps réel. C'est assez difficile pour un politicien de dire, écoutez, faites-moi confiance, là, moi je connais ça. Ils connaissent ça souvent beaucoup, beaucoup mieux que nous. Et ils se parlent entre eux. Moi, j'avais une petite anecdote. Je crois que c'est l'association de quartier de Limbourg. Bon, je me retrouve dans une rencontre, je pense qu'il était 8. Il y en avait 4 qui avaient une maîtrise ou un doctorat. Quand moi, je leur dis, écoutez, vous ne connaissez pas ça, là, c'est telle chose qu'on va faire, c'est ça qui est mieux pour vous. Il y en a un qui lève la main et il dit, écoutez, il y a 3 villes, 4 pays, 5 provinces qui font le contraire de ce que vous nous proposez. Donc, on ne fera pas ça, M. le maire. Là. Faites des lectures un peu plus. Là. Vous n'êtes pas informés. Ils sont plus polis que ça, mais ils sont plus polis que ça, mais il reste que ça reflète les citoyens d'aujourd'hui. Ils sont informés, instruits, ils ont accès à de l'information. Donc, on ne peut pas les aborder de la même façon qu'avant, où les gens disaient, c'est Maxime, on y fait confiance. Mais c'est plus aussi simple que ça. C'est plus. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir pris le temps de partager le contenu un tout petit peu de cet ouvrage. Là, ils ont invité les gens à y voir les éditions David pour se le procurer. Bonne journée et puis bonne retraite à vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer le livre du maire de Gatineau qui s'intitule « Passer de la ville à la cité, faire place à la participation citoyenne », www.éditiondavid.com, c'est le site web des éditions David où est-ce que vous pourriez vous procurer ce roman. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On va parler de la compétition d'épellation Épelle-moi Canada. On va aussi s'informer avec notre orthophoniste de premiers mots qui va vous donner des trucs pour garder l'attention de vos tout-petits. À demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille M. Michel Farran qui va nous amener bûcher avec lui. À la prochaine! Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
Achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.